Donc déjà on va voir combien il y a de freins sur la moto. Donc à l'instar d'une voiture, donc, sur une voiture il y a aussi deux freins, un à l'arrière et un à l'avant, mais il y a un répartiteur de freins qui fait que quand vous appuyez sur la pédale, ça actionne d'abord l'arrière et ensuite l'avant. Nous sur la moto on a deux commandes distinctes, donc la commande arrière, commande du frein arrière hydraulique qui commande le frein arrière, et la commande hydraulique du frein avant qui commande le frein avant. Donc il va falloir apprendre à savoir dans quel ordre j'utilise mes freins, comment je les utilise. Alors maintenant, comment ça marche? Ça c'est important. Donc on va commencer par l'arrière puisque je l'ai déjà sous les yeux. Donc j'ai quoi? J'ai une pédale de frein qui monte ici, vous voyez, juste derrière, dans ce qu'on appelle un mètre cylindre, donc mètre cylindre du frein arrière. Ça vient prendre le liquide qu'il y a sous la selle ici, il y a un réservoir de liquide de frein. Ça passe dans la durite. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la durite, c'est quoi? C'est le tuyau, et à l'intérieur du tuyau il y a le liquide de frein. Donc ça vient derrière sur mon étrier de frein arrière. Dans l'étrier de frein arrière, il y a quoi? Je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai sorti exprès des étriers de frein pour vous montrer comment ça marche. Donc piston, à l'intérieur il y a plaquette qui vient appuyer sur le disque de frein qui à l'arrière est assez petit, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, un seul étrier, un seul disque de frein. À l'avant c'est le même principe, j'ai un levier qui est assez long, qui vient ici prendre le liquide de frein qui est dans le mètre cylindre avant. Vous voyez, il y a une petite bulle avec du liquide, ça vient, donc ça descend dans la durite, donc le tuyau. Ça vient devant, ici j'ai un répartiteur puisque j'ai à l'avant deux disques, deux étriers de frein. Donc même principe, ça descend, ça vient pousser les pistons qui sont en appui sur les plaquettes qui viennent elles-mêmes pousser sur le disque. Et si on regarde un petit peu, on remarque que les deux disques de frein à l'avant sont plus importants. Donc rapidement je vous ai sorti donc un étrier de frein, donc c'est le même que celui que j'ai devant sur ma moto, c'est le même. Donc comment ça marche? Donc à l'intérieur, donc normalement vous avez la durite qui arrive avec le liquide de frein, c'est un système qui est étanche. Ce que vous voyez à l'intérieur ici, là, c'est les pistons. Donc eux les pistons, ils sont mobiles. Je vous montrerai sur un autre tout à l'heure. Ils sont mobiles. Donc le liquide arrive dans l'étrier de frein, il pousse les pistons qui sont mobiles, à l'intérieur des plaquettes, ça vient appliquer sur le disque. Donc rapidement pour voir comment ça marche. Et là j'en ai un complet. Alors il est un peu plus sale, puis je n'ai pas encore nettoyé celui-là. Donc vous voyez les pistons là, c'est la partie ici, excusez-moi, je remonte un peu, c'est la partie qui sort ici là. 1, 2, 3, 4. Donc sur l'étrier, moi à l'avant, j'ai 4 pistons, j'ai 2 étriers de frein, donc j'ai 8 pistons. Ici, on voit les plaquettes, donc elles sont bien usées. Ici, on a le témoin d'usure de la plaquette, c'est utile de le savoir. C'est-à-dire que quand la plaquette, il n'y a plus le témoin, comme de l'autre côté par exemple, la plaquette, il faut la changer vite, parce que derrière, c'est de la ferraille. Donc là, l'idée, c'est que la plaquette, elle est friable. Elle vient donc se coller sur le disque, c'est elle qui s'use. Donc quand elle est usée, ça va dire que ça va être ferraille. Donc le support de la plaquette qui est en ferraille viendra se coller à votre disque de frein. Résultat des courses, ça va faire ferraille contre ferraille. Donc déjà, ça va plus freiner comme il faut. Ça va abîmer votre disque et le risque, si vous appuyez trop longtemps, trop souvent, c'est que ça chauffe et l'air de rien, ça peut arriver, et c'est que ça soude. Et là, je vous garantis que, en fait, votre disque, il est, déjà vous serez tombé et le disque, il sera mort. Hein. Voilà comment ça marche. Donc à l'arrière, c'est exactement la même chose, même principe. Donc notre point important qu'il va falloir souligner, vous voyez ici j'ai un levier en plus qui est réglable, donc c'est pratique pour les gens qui ont des petites mains ou des grandes mains. On peut régler le levier, donc on tire, on tourne la molette et on adapte le levier par rapport à la taille de sa main. Donc ça c'est bien pratique, ça ne changera rien sur la puissance du freinage. Ce qu'on peut constater juste c'est qu'il est long, il fait la longueur de mon accélérateur. Pourquoi il est aussi long? Parce que ce qu'on va appeler, donc c'est un levier, le bras de levier. La force de mon freinage va se situer vers la fin du levier. Là en réalité j'ai beaucoup de force, je peux vraiment aller loin sur mon freinage. Donc il y a aussi ça la garde, hein. Faut pas que ça dépasse ça. Donc là j'ai beaucoup de force, et si jamais je prends le levier ici, j'aurai pas beaucoup de force. Donc c'est pour ça que mon levier en réalité est long.
et j'en arrive sur le point pour enchaîner avec l'homme. La position donc des doigts sur le levier, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser, je vais me mettre dans l'autre sens, on ne va pas utiliser un doigt, on ne va pas utiliser 2 doigts, ni 3 doigts, mais bien 4 doigts. L'idée, c'est d'avoir le plus de doigts, donc le plus de force possible, et surtout sur la longueur du levier, surtout vers la fin. La force du freinage, en fait, surtout, c'est ces 2 derniers doigts. C'est là où j'ai toute ma force. Alors, je profite de cet aparté sur le freinage pour vous formater une chose essentielle. Donc, sur le plateau, vous allez être habitué, vous allez prendre des automatismes. Des automatismes, on va essayer de prendre les bons tout de suite. Donc, je vous ai dit déjà sur le démarrage, l'idée c'est quand vous avez fini un démarrage, votre main se referme ici et non pas, elle reste pas sur l'embrayage. Ça va être exactement la même chose pour le frein. L'idée, c'est que vous êtes toujours, votre conduite ensuite, quand vous serez en dehors du plateau, ce sera de la conduite par anticipation. Il n'y aura rien de calculé puisque tout va être aléatoire. Donc en aucun cas, vous devez vous forcer en tout cas à ne pas rouler avec les mains sur les commandes de frein. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent vous allez prendre cet automatisme de vouloir absolument rouler, vous vous sentirez plus en sécurité de rouler avec les doigts sur le frein. Donc déjà là vous avez que 2 doigts, donc c'est-à-dire que vous êtes pris dans l'urgence, vous allez actionner tout de suite votre frein, mais il n'y aura que 2 doigts sur le frein. Donc déjà vous n'aurez pas de puissance de freinage, en plus c'est les 2 de l'intérieur, donc en réalité vous n'aurez même pas de force sur le frein. Donc déjà c'est plutôt une mauvaise chose. Surtout ce que vous aurez tendance à faire, puisque vous avez déjà les mains sur le frein, c'est que vous n'aurez même pas le temps d'arrêter d'accélérer, que vous serez déjà en train de freiner. Donc en fait vous serez en train de pousser votre véhicule vers l'avant, même si vous avez débrayé. Bon, entre guillemets, si vous avez débrayé, je serai plus poussé vers l'avant, mais il y aura toujours cette force d'énergie cinétique qui, elle, va vous pousser vers l'avant. Donc vous serez en train d'accélérer, ça va faire ça va gueuler, ça sert à rien, ça va vous faire peur en plus, vous n'aurez pas de puissance de frein et au final vous allez taper l'obstacle. Donc votre conduite à vous, c'est de l'anticipation. Donc de base, quand je roule, je suis comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, jamais. Quand j'utilise mes freins, c'est toujours 4 doigts. Donc, pour ce qui est de la position lors d'une phase de freinage en ligne droite, la position, ça va être que je vous ai dit, donc l'idée ça va être de se redresser sur son guidon de telle manière à éviter d'être propulsé vers l'avant, de faire un soleil. Ça va nous permettre aussi, en se redressant et en verrouillant les bras, donc c'est le seul exercice dans lequel il faut avoir les bras tendus en moto, sinon le reste du temps on a les bras fléchis. Là c'est le seul exercice avec les bras tendus. Ça nous permet aussi autre chose, ça nous permet, alors ici je vous montre, c'est l'axe de direction de mon guidon. Donc c'est un levier en réalité, donc si je prends que la moitié, j'ai un levier à gauche et un levier à droite. L'avantage d'avoir les bras tendus, c'est que quand je suis en train de freiner en ligne droite, mon guidon lui il va rester en ligne droite. Pourquoi? Parce que je vais avoir le même poids à gauche et à droite. Donc mon guidon lui va pas s'amuser à partir dans tous les sens comme ça, c'est pas très agréable, je vous cache pas, quand vous êtes en train de freiner. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On pense aussi à faire un petit truc important, c'est d'avoir les jambes collées à la moto. On n'est pas en train de se décoller et on est aussi accessoirement collé à son réservoir, parce que sinon si vous n'êtes pas collé, qu'est-ce qui va se passer? Tac, vous allez venir vous caler dans l'entrejambe dans le réservoir et je vous cache pas, surtout pour vous les garçons, pour les filles ça marche aussi, mais pour les garçons ça fait très mal. Donc rapidement on va parler d'un autre élément qu'il va falloir prendre en compte dans le freinage, c'est l'environnement. L'environnement ça va être quoi? L'état de la chaussée, le temps, tous ces petits éléments qui vont rendre la vie difficile dans le freinage. Ce qu'il faudra prendre aussi en compte, donc bien sûr c'est les autres, c'est clair, mais il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte quelque part, des fois on a tendance à un peu l'oublier, c'est quand on monte et quand on descend. Donc quand on descend, quand on monte, excusez-moi, par contre, on ne freine pas de la même façon que quand on descend. Inversement, c'est la vérité, c'est la même chose. Ce qu'il faut prendre en compte dans ces éléments-là, c'est l'énergie cinétique, mais c'est déjà la masse. Même si vous n'allez pas vite, c'est la masse qui va être propulsée vers l'avant au moment où vous allez freiner. Donc dans une montée, c'est assez bateau, puisque en réalité, la masse est plutôt sur l'arrière. Donc il n'y a pas vraiment de risque de déraper de la roue arrière ou de la roue avant.
et encore, ça dépendra encore de la vitesse à laquelle vous allez et de la façon dont vous allez utiliser vos freins, mais notamment sur les descentes, notamment les grosses descentes, vraiment avec des pourcentages assez importants. Donc pensez quand vous êtes dans ce genre de situation, déjà, utilisez votre frein moteur. Votre frein moteur, il est super efficace et dans ce genre de situation, il ralentit vraiment bien le véhicule. Ensuite, utilisez bien votre frein arrière, votre frein avant accessoirement aussi. N'y allez pas trop fort, mais surtout n'y allez pas à la dernière minute. Parce que c'est dans ce genre de situation en général, avec la force qui arrive dessus d'un coup, là, sur la roue avant en règle générale, que ça dérape. Donc on prend son temps et on aura tendance presque plutôt à faire un freinage un peu constant. Pareil, pensez aussi à votre regard, c'est bête, mais pensez à ne pas regarder juste devant votre roue ou votre compteur, il n'y a rien à y faire. Regardez vos commandes, ça n'a aucun intérêt. Pensez à regarder loin devant vous. Essayez d'interpréter déjà l'environnement dans lequel vous allez et dans lequel vous allez arriver. Savoir à quel endroit il y a une bosse, il y a une flaque. Attention aux flaques. Parce que souvent les flaques, on voit juste la flaque, mais ce qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est que sous l'eau, là, il y a un trou costaud. Donc là, si vous êtes en train, vous arrivez, vous freinez fort, et d'un coup ça plante, quand ça va descendre, ça va aller, mais c'est quand ça va vouloir remonter, ça va forcer sur le pneu, la fourche, et le risque vraiment, là, clairement, c'est de bloquer sa roue et de faire un soleil. Donc attention à ce petit détail. Donc la position, toujours pareil, la position, toujours penser à quand vous êtes en train de freiner, à vous redresser sur la machine. Donc on ne reste pas les bras fléchis, au contraire, on recule son torse, les bras vont se tendre, et alors à ce moment-là, on va juste verrouiller ses bras de telle façon à ne pas être propulsé vers l'avant. Je vous rappelle toujours l'exercice, c'est freinage en ligne droite, pas en tournant. Donc position, pensez à bien serrer vos jambes, serrer vos pieds, et n'ayez pas peur, quand vous n'êtes pas en examen ou quoi que ce soit, vous avez un pied gauche, vous avez le droit aussi de le poser au sol de temps en temps. À chaque fois utiliser frein arrière. Donc dans l'ordre de freinage, toujours c'est la même chose, c'est frein arrière couplé avec le frein avant. Donc ensuite, quand je lâche mes freins, le premier frein que je lâche, c'est le frein avant, et ensuite c'est le frein arrière. Donc, dans la technique de freinage, quel frein j'utilise en premier, donc le frein arrière, et quel frein j'utilise en deuxième, donc le frein avant. Bien sûr, quand j'utilise mon frein arrière et que ensuite j'utilise mon frein avant, je ne lâche pas mon frein arrière. Je continue à freiner avec le frein arrière. Pour faire une image assez bateau de comment vous devez freiner, pensez à un avion qui atterrit sur une piste. L'avion qui atterrit sur une piste, il pose d'abord l'arrière de son véhicule, le cul de l'avion, ensuite pose l'avant et ensuite il ralentit fort. Et bien finalement, vous dans votre moto, c'est exactement le même principe. En premier, vous allez appuyer d'abord sur l'arrière histoire de stabiliser votre véhicule, asseoir ce qu'on dit souvent, asseoir son véhicule. Ensuite, vous allez le coupler avec le frein avant. Donc là, pareil, la fourche va s'enfoncer et votre moto va s'enfoncer aussi. Et au fur et à mesure, vous allez commencer, donc vous êtes déjà en train de freiner fort, déjà vous à cet endroit-là. Au bout d'un moment, vous allez donc commencer à franchement ralentir votre véhicule. Il faudra donc penser à relâcher la pression. Je ne dis pas de lâcher la pression sur les freins, mais de relâcher un peu la pression sur les freins, de telle manière à ce que vous soyez toujours freiné, ralenti par vos freins, mais pour empêcher finalement vos freins d'être assez puissants pour arrêter net vos roues et donc de déraper et donc de tomber. Donc rapidement, si ça doit vous arriver, pensez à tout de suite relâcher la pression sur les freins et reprenez tout de suite après un peu moins fort. Et faites à ce moment-là du constant jusqu'à la fin. Donc là, on va parler de la distance d'arrêt. Alors qu'est-ce que c'est la distance d'arrêt? C'est l'addition de la distance du temps de réaction plus la distance de freinage égale la distance d'arrêt. Donc clairement, ça a un rôle très important dans la compréhension du freinage. Donc, par exemple là, j'ai détecté qu'il y avait des gens qui voulaient traverser, j'ai analysé, fait l'action de freiner, ma distance de freinage était en relation avec la vitesse jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, donc distance d'arrêt finalement assez courte. Alors, pour vous, pour la compréhension de la distance d'arrêt, ce qui est important déjà, c'est de comprendre ce que c'est que la distance temps de réaction. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction?
Le temps de réaction, c'est quand vous voyez quelque chose devant vous, c'est le temps que l'information monte à votre cerveau, vous analysiez ce qui est en train de se faire et que vous preniez une décision. Ça, c'est le temps de réaction. Alors, en général, sur un conducteur, on tourne aux environs de 1 seconde. Pour des gens qui sont fatigués, on va tourner autour de 2 secondes. Et pour des gens qui sont bien en forme, on peut descendre sous la seconde. Mais bon, voilà, c'est à peu près ça le temps de réaction. Tout ce qui nous importe aussi, c'est donc il y a l'analyse du temps de réaction, ça c'est bien, mais c'est surtout combien de mètres je parcours en 1 seule seconde quand je suis en train de rouler sur ma moto. Bon, sur ma voiture, c'est la même chose. Tout ce qui roule. Donc, pour le calcul, c'est je prends la dizaine de la vitesse. Donc, par exemple, si je prends une vitesse à 50 km/h, je prends le 5 et je multiplie par 3. Donc, pour le temps de réaction, c'est toujours par 3. Il est mal placé. Par 3. Donc, si je fais 3 x 5 égale 15, 15 égale 15 mètres. Donc, en 1 seconde à 50 km/h, je parcours 15 mètres. Ensuite, il faudra que je calcule la distance de freinage. Donc, c'est un calcul un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, on va faire plus simple. On va calculer la distance d'arrêt. Le résultat de la distance d'arrêt, on soustraira la distance du temps de réaction. Donc, à 50 km/h, pour le coup, je prends toujours la dizaine de la vitesse, donc le 5, et je le multiplie par lui-même, c'est-à-dire 5. 5 x 5 égale 25, 25 mètres. Ok. Donc ça, c'est la distance totale, donc du temps de réaction et la distance de freinage. Donc pour avoir la distance de freinage, je prends les 25 mètres et je soustrais 15. Ça nous donne 10 mètres. Donc normalement, à 50 km/h, dans un freinage dit d'urgence, je dois être capable de m'arrêter en 10 mètres. 10 mètres, c'est important. Donc là, ce qui est important, c'est de savoir évaluer assez rapidement des distances, comprendre, donc faire le calcul, ne pas hésiter à le faire sur les trottoirs à pied, savoir à peu près ce que ça représente en distance, et ensuite les appliquer sur route. Et une fois que vous les avez appliqués sur route, et bien en réalité, vous êtes toujours bien dans vos distances de sécurité et dans vos temps de réaction et donc accessoirement vos temps de freinage. Voilà pour la distance. Donc maintenant on va parler de l'énergie cinétique. Alors là, ça a vraiment un attrait très important dans le freinage. L'énergie cinétique aussi dit carré de la vitesse. Alors, comment ça marche exactement? Qu'est-ce qui se passe sur ma moto quand je suis en train de freiner? Donc je prends ma moto, je vais imaginer, je vais me mettre sur le côté, voilà. Là actuellement, ma moto à l'arrêt, bien qu'elle pèse 230 kg, on va la réduire à 200 kg. Ma moto à l'arrêt, elle pèse 200 kg. Maintenant, ma moto, quand je vais rouler, tout à l'heure, je serai à 50, bah, ma moto, même si on ne le calcule pas comme ça normalement, mais pour avoir une idée de ce que ça représente, ma moto, quand je vais rouler à 50 km/h, elle va peser non plus 200 kg, mais 12 tonnes, aux environs de 12 tonnes. Donc ça veut dire qu'il y a un choc frontal à l'arrêt, là sur un mur par exemple, c'est 12 tonnes qui vont se répartir dans le mur, et non pas 200 kg. Sachant que là, je compte que la moto, et pas moi. Moi aussi, j'ai pris du poids. Donc, quand je suis en train de freiner, ce qui se passe, c'est que toute cette masse-là, qui est donc propulsée par la vitesse, elle est propulsée vers l'avant. Donc mes freins, ils ralentissent mon véhicule, mais par exemple, moi, ils ne me ralentissent pas. Donc mon énergie à moi, elle continue à être propulsée vers l'avant. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que toute la masse, elle va vers l'avant. Donc la position, elle est super importante, et la gestion de vos freins aussi, elle est super importante. Donc ce qui se passe physiquement, quand je suis à 50 km/h, je pèse 12 tonnes. Quand je suis à 0 km/h, je pèse donc 200 kg. Ça veut dire qu'au moment où je commence à freiner, donc ma vitesse, mon allure ralentit, je vais moins vite, donc, et obligatoirement je suis moins lourd. Donc si jamais je garde la même pression sur le frein tout le long de mon freinage, le risque c'est quoi au final? C'est que je finisse par bloquer mes roues et tomber. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé l'ABS. Donc l'ABS, anti-blocage système, ça sert à quoi? Ça sert justement quand vous n'êtes pas très à l'aise avec vos freins, que vous n'avez pas l'habitude de relâcher la pression sur vos freins, l'ABS se déclenche. Donc l'ABS, il ne se déclenche pas au début du freinage, mais toujours vers le milieu jusqu'à la fin. Au début, il n'y a pas de problème, il y a tellement de force sur le frein
il n'y a aucun risque que ça se bloque. Et le ABS, il détecte le moment justement, la roue, là, si on garde la pression, on va se bloquer. Et à ce moment-là, il se met en route et il fait des petits... je vais le mimer, je vais être à l'arrêt. Voilà. Il fait ça sur votre disque. Ce qui fait qu'en réalité, il freine et il arrête de freiner pour éviter justement que la roue se bloque. Donc attention aussi, un autre petit détail par rapport à l'ABS, c'est que justement, puisqu'il y a des moments où il arrête de freiner, votre ABS, eh bien, vous n'êtes pas arrêté. Donc au final, vos distances de freinage, elles sont plus longues avec un ABS que quelqu'un qui maîtrise son freinage sans ABS. Alors attention aussi à votre distance de sécurité. Donc ça, c'est pour la petite aparté sur l'ABS. Maintenant, donc notre position, donc nous faudra bien penser, puisque tout le poids vers l'avant, à bien tendre les bras, se redresser sur la moto, donc tendre les bras et regarder loin. Autre chose aussi à bien comprendre, c'est quel frein j'utilise en premier, quel frein j'utilise en deuxième. Toujours ça, c'est couplé. Hein. Donc en 1, je vais utiliser le frein arrière, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo. Frein arrière, ça va me permettre déjà de disperser une partie d'énergie cinétique vers l'arrière, vers le bas. Et ça va surtout m'empêcher, quand je vais prendre mon frein avant, parce que donc la moto elle va s'écraser, quand je vais prendre mon frein avant, la fourche aussi elle va s'écraser, la fourche à l'avant elle va s'écraser, et en fait je vais donc faire ça avec ma moto. Si jamais je fais l'erreur de prendre mon frein avant en premier, toute la masse va d'un coup sur l'avant. Donc ça veut dire qu'à l'arrière il n'y a quasiment plus de poids. Si jamais à ce moment-là je fais l'erreur de prendre mon frein arrière, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'il n'y a pas du tout de poids sur la roue arrière, bah la roue elle va se bloquer tout de suite et immédiatement je vais partir en dérapage. Donc attention à ce détail. Si jamais ça vous arrive, relâchez la pression sur les deux freins et reprenez arrière-avant. Même si vous n'avez pas vraiment le temps. L'idée c'est qu'au final, même en faisant comme ça, si vous êtes rapide, vous arriverez à vous arrêter certainement plus court que si vous continuez à faire votre dinguerie. Donc voilà pour l'énergie cinétique et un petit peu les composantes de l'énergie cinétique. Ah, un autre détail, oui, un truc dont je ne vous ai pas parlé, j'en profite. Donc tout à l'heure je disais que c'est aussi le carré de la vitesse. Ça veut dire que tout à l'heure j'étais à 50 km/h et que ma moto elle pesait 200 kg. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais doubler ma vitesse, je vais arriver donc à 100 km/h. Donc puisque c'est un carré, ma masse elle va être multipliée elle par 4. Donc je vais plus être à 12 tonnes, plus je vais être à 48 tonnes. On va arrondir à 50. Donc ça veut dire qu'à 100 km/h, moi, ma moto, elle pèse 50 tonnes. C'est gigantesque. C'est plus lourd qu'un 38 tonnes à l'arrêt. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à freiner. Donc ce que je vous disais, ça rentre en compte clairement avec la distance d'arrêt. Donc le temps de réaction que vous allez... la distance que vous allez parcourir pendant votre temps à réaction. Et votre distance de freinage. Sachant qu'en prime, ce qui va encore changer, c'est qu'il y a le revêtement du sol. Donc la qualité de vos pneus, la qualité de vos freins, et la qualité du sol, donc s'il fait mouillé ou pas. Donc mouillé, la distance de freinage elle va être multipliée par 2. Donc c'est plus du tout la même chose. Par 2 c'est gigantesque. Faites le calcul chez vous sur des vitesses différentes par temps sec ou par temps humide et vous allez vous rendre compte réellement de quelle distance vous parcourez quand vous êtes en train de freiner. Et en plus ça rentre encore dans un dernier élément, ça va être de savoir si vous allez avoir le courage de freiner fort sur vos freins pour vous arrêter le plus court possible. Parce que ça, des fois, ça peut arriver. On sait, on connaît toute la technique, toute la théorie, mais au final, on n'ose pas freiner et on se retrouve à taper quand même l'obstacle. Voilà. Donc dans cette démonstration, je vais faire les 3 freinages existants. Donc celui surtout à proscrire, le freinage progressif. Donc il y aura freinage dégressif, freinage constant, freinage progressif à proscrire. Il y aura aussi le travail à chaque fois sur la fourche. Donc j'ai une caméra dessus, ça nous permettra de voir un peu ce qui se passe quand je suis en train de faire les actions, quand je les fais bien et quand je les fais mal. Il y aura peut-être même du dérapage de roue avant. Donc maintenant on va faire le freinage progressif, donc le freinage à proscrire. Attention, c'est très important, celui-là il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que je ralentis, je vais aller appuyer de plus en plus fort sur mon frein. Le résultat des courses, j'ai moins en moins de masse qui est poussée vers l'avant. Et le risque, clairement, c'est que les freins soient assez puissants pour arrêter net ma roue, c'est-à-dire bloquer ma roue et que je dérape. Donc si jamais ça vous arrive, pensez à relâcher la pression sur le frein. Je vous montre.
Cette fois-ci on fait freinage constant, donc je vais appuyer toujours la même pression jusqu'à la fin de mon freinage. Donc ce sera un freinage qui sera plus sur la longueur, que je vais réserver par exemple quand je fais l'exercice en même temps du rétrogradage. Je vous montre, et ce que ça fait aussi sur la fourche. Stabilisation d'allure, frein, toujours constant, la même chose jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Voilà, donc on a vu finalement la fourche, elle s'est enfoncée et puis elle est quasiment restée au même endroit à chaque fois jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Elle s'est détendue pour reprendre sa position initiale. Donc là, freinage dégressif, c'est-à-dire fort au début, moins fort à la fin. Fort, je soulage la pression, je débraye et je m'arrête. Freinage dégressif, c'est comme ça. Donc là, ça me permet d'éviter que ma roue, puisqu'il y a moins d'énergie, il y a moins de masse qui arrive sur l'avant, au fur et à mesure il y a de moins en moins de masse, ça m'évite, si je garde la même pression sur les deux freins, de finir par bloquer ma roue et donc de déraper. Donc là je vais réaliser les 3 freinages avec seulement le frein arrière, uniquement le frein avant et ensuite avec les deux freins. Donc si vous avez de la chance, j'espère en tout cas, c'est qu'on va voir le frein arrière sur cette caméra là. Donc en fait quand je vais freiner tout à l'heure, il n'y aura qu'une seule main sur le guidon, accessoirement à gauche pour l'arrêt, pour que j'évite de caler. Ou peut-être que j'aurai la main sur le côté, on verra ici. Ensuite je ferai la même chose avec le frein avant, uniquement le frein avant, et ensuite je couplerai, donc je ferai exprès, je ferai frein arrière en premier, et ensuite je viendrai mettre ma main sur le frein. Mais quand je viendrai utiliser mon frein avant, je serai toujours en train de freiner avec le frein arrière. On commence avec le frein arrière uniquement. Frein arrière. Donc là, pour éviter de déraper, il y a un moment je relâche un peu la pression sur le frein et je vais rester dans un freinage un peu plus constant. Donc là, première chose. Donc à l'instant on vient de faire un freinage juste avec le frein arrière. Finalement c'est un freinage qui va surtout ralentir mon véhicule, alors que réellement là avec le frein avant vous allez voir que le véhicule il va vraiment beaucoup plus s'arrêter, beaucoup plus freiner et surtout s'arrêter sur une distance beaucoup plus courte. Donc là uniquement frein avant, toujours à 50. Frein avant, fort au début, moins fort, je débraye et je m'arrête. Voilà, donc là j'ai fait en prime un freinage en prime dégressif pour justement, puisque je n'utilise qu'un seul frein, éviter de passer par-dessus ma moto, de déraper, de tomber. Ok, maintenant on va faire le freinage avec les deux freins. Donc puisque j'ai deux freins, obligatoirement mon puissance de freinage sera plus important, et donc résultat des courses, à vitesse égale, la distance de freinage sera aussi plus courte. Bien sûr, ne pas oublier de penser à faire du dégressif, ou alors si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise avec le dégressif, faire du constant, mais en aucun cas faire du progressif. Je suis à 50, j'arrête d'accélérer, arrière, avant, je relâche la pression, je débraye et je m'arrête. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on s'est freiné, qu'on s'est rétrogradé, on va coupler les deux. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure les 3 freinages, donc celui surtout à proscrire, donc le frein progressif, de plus en plus fort. Donc dans un freinage avec rétrogradage, on va plutôt, puisqu'on va le faire sur une longueur, une grande longueur en réalité, on va plutôt privilégier un freinage constant, et pas spécialement violent. Ça va toujours bien sûr dépendre de la vitesse à laquelle vous allez et des gens qui sont devant vous. Mais là, étant donné que j'ai personne devant moi, ce qui va se passer, c'est que je vais donc je vais rouler à 50 en troisième, et de là, je vais faire un freinage constant. Et en même temps que je serai en train de freiner constamment,
donc la même pression sur les deux freins, je vais en attendant rétrograder mes rapports et utiliser aussi mon frein moteur jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Vous allez voir, c'est assez facile. Là je suis en deuxième, troisième, je suis à 50. Je roule, j'arrête d'accélérer, frein arrière, frein avant constant, débraye deuxième, frein moteur, débraye première, frein moteur. Et voilà, je vais m'arrêter tranquillement, je vais donc juste sortir mon pied gauche. Donc vous voyez, c'est assez facile. Alors l'avantage d'avoir de maintenant pouvoir coupler et le rétrogradage, donc avec le frein moteur et le frein, c'est que j'ai un freinage qui est plus complet, on va dire. Voilà, complet pour tout. Dans le sens où quand je fais mon ralentissement, étant donné que j'utilise mon frein, déjà je ralentis avec mon frein, et deux, j'avertis les gens, puisque mon feu à l'arrière s'allume, que je suis en train de freiner, donc de ralentir mon véhicule. Ensuite, j'utilise bien mon frein moteur de telle manière à en plus avoir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un troisième frein sur ma moto.